88 jours. 88 levers de soleil sur le désert de Sonora. 88 nuits où une femme nommée Nancy Guthrie n'est pas rentrée chez elle. 88 jours où sa fille Savannah s'est réveillée dans un monde qui a cessé d'avoir du sens. Dans cette maison de Tucson, en Arizona, derrière ce mémorial de bougies et de fleurs fanées, se cache une question qui hante une communauté entière. Pas simplement où est Nancy Guthrie. Mais pourquoi, après presque 3 mois d'enquête intensive, après des milliers de pistes, après l'intervention du FBI, personne ne semble capable de répondre à cette question. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une histoire résolue. C'est l'anatomie d'une disparition qui défie toute logique. C'est l'histoire d'une demande de rançon qui n'avait aucun sens. C'est l'histoire d'un département de police déchiré de l'intérieur pendant qu'une femme restait introuvable quelque part dans l'immensité du désert. Et c'est peut-être l'histoire de la façon dont la corruption institutionnelle et l'ego peuvent transformer une enquête criminelle en labyrinthe bureaucratique. Si vous appréciez les enquêtes approfondies qui vont au-delà des gros titres, qui creusent dans les zones d'ombre que les médias traditionnels évitent, alors vous êtes au bon endroit. Prenez un moment maintenant pour vous abonner à les carnets cachés du True Crime, et activer la cloche de notification. Parce que ce cas, comme tant d'autres que nous couvrons ici, mérite plus que des fragments d'informations. Il mérite la vérité complète, aussi inconfortable soit-elle. Le désert du sud de l'Arizona n'est pas simplement un paysage. C'est un organisme vivant qui respire la chaleur, qui boit l'humidité, qui efface les traces. C'est un endroit où les températures dépassent régulièrement 45 degrés Celsius en été, où les coyotes hurlent la nuit, où les scorpions se cachent dans chaque ombre. C'est aussi un endroit où des centaines de personnes disparaissent chaque année, des migrants traversant la frontière mexicaine située à moins de 100 km, des randonneurs qui sous-estiment la cruauté du terrain, des gens qui ne voulaient tout simplement plus être trouvés. Mais Nancy Guthrie n'était pas une randonneuse perdue. Elle n'était pas une migrante traversant des terres hostiles. Elle était une mère, une résidente de longue date de Tucson, quelqu'un avec des racines, des connexions, une vie établie. Et elle a disparu de sa propre maison, dans un quartier résidentiel, au cœur d'une ville de plus d'un demi-million d'habitants. Les détails précis de ce matin la restent flous, protégés par le secret de l'enquête ou peut-être simplement perdus dans le chaos initial. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois. À un autre moment, quelqu'un a réalisé qu'elle n'était plus là. Entre ces deux moments se trouve un gouffre qui n'a toujours pas été comblé après 88 jours. C'est dans cette maison-là que tout a commencé. C'est là que la vie normale s'est arrêtée. C'est là que les bougies brûlent encore, où les fleurs se fanent sous le soleil impitoyable de l'Arizona, où les voisins passent et se demandent ce qui aurait pu être fait différemment. Quand une personne disparaît, les premières 48 heures sont critiques. C'est un axiome répété dans chaque manuel de formation policière, dans chaque documentaire criminel, dans chaque série télévisée sur les détectives. Les souvenirs sont frais. Les traces physiques n'ont pas encore été contaminées ou effacées. Les suspects potentiels n'ont pas encore eu le temps de construire des alibis élaborés ou de disparaître eux-mêmes. Mais ces 48 heures cruciales dans le cas de Nancy Guthrie sont maintenant un souvenir lointain. Nous sommes au jour 88, et selon les sources proches de l'enquête, les enquêteurs sont confrontés à ce qui ressemble à une série d'impasses. Le bureau du shérif de Pima County, l'agence responsable de l'enquête, a reçu des milliers de pistes. Pas des dizaines. Pas des centaines. Des milliers. Chaque appel téléphonique anonyme. Chaque observation potentielle. Chaque théorie de conspiration partagée sur les réseaux sociaux. Tout cela doit être vérifié, catalogué, suivi. Et selon les sources, au jour 88, ils n'avaient pas encore terminé de passer en revue toutes ces informations. Cela signifie que quelque part dans cette montagne de données, il pourrait y avoir la clé qui résout tout. Ou peut-être que tout cela n'est que du bruit, des gens bien intentionnés voyant des ombres où il n'y en a pas, confondant des coïncidences avec des connexions. Ce qui rend cette affaire particulièrement troublante, ce n'est pas simplement l'absence de Nancy. C'est la présence de quelque chose d'autre. Une demande de rançon. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, quelqu'un a contacté la famille Guthrie. Les détails exacts de cette communication restent confidentiels, mais ce que nous savons grâce aux sources de l'enquête, c'est que la demande portait sur une somme en bitcoin. Pas des millions de dollars. Pas une somme qui corresponde au profil financier d'un enlèvement ciblé à haute valeur. Entre une demi et une unité complète de bitcoin. Au moment de la disparition de Nancy, selon les taux de change fluctuants de la crypto-monnaie, cela représentait entre 25 000 et 50 000 dollars américains. Une somme significative pour la plupart des familles, certainement. Mais pour une demande de rançon dans un enlèvement présumé, c'est étrangement modeste. Bob Kruger, ancien commandant de l'unité SWAT du bureau du shérif de Pima County, un homme avec plus de 25 ans d'expérience dans l'application de la loi, a exprimé son scepticisme à propos de cette rançon lors d'une interview détaillée. Kruger, maintenant retraité et donc libre de parler sans les contraintes politiques qui paralysent ceux encore en service, a posé une question simple mais dévastatrice. Si vous allez kidnapper quelqu'un, si vous allez planifier et exécuter un enlèvement,
Pourquoi demanderiez-vous une somme relativement modeste? Pourquoi pas 10 millions? Pourquoi pas 1 million? La demande de Bitcoin, selon Kruger, ne correspond pas au profil d'un enlèvement professionnel ou même d'un crime organisé. Elle ressemble plutôt à quelque chose d'autre. Une diversion. Une fausse piste destinée à détourner l'attention des enquêteurs. Kruger a développé une théorie basée sur ses décennies d'expérience avec des cas violents. Il croit que quelque chose a terriblement mal tourné très tôt dans cette affaire. Que Nancy Guthrie, tragiquement, était probablement déjà décédée peu de temps après sa disparition. Et qu'à ce moment-là, les personnes responsables ont dû pivoter. C'est le mot qu'il a utilisé. Pivoter. Changer de stratégie rapidement face à des circonstances imprévues. Si l'intention originale était peut-être un enlèvement avec rançon, la mort prématurée de Nancy aurait tout changé. Les suspects, selon cette théorie, auraient envoyé la demande de Bitcoin pour créer l'illusion qu'elle était encore en vie, pour gagner du temps, pour brouiller les pistes. Puis ils sont simplement devenus silencieux. Ils ont cessé toute communication. Ils se sont concentrés sur autre chose, probablement sur la dissimulation du corps et l'élimination des preuves. Cette théorie expliquerait plusieurs éléments déroutants de l'affaire. Elle expliquerait pourquoi la rançon était si basse. Elle expliquerait pourquoi il n'y a jamais eu de suivi, pas de négociations prolongées, pas de demandes supplémentaires. Elle expliquerait le silence complet qui a suivi. Mais, c'est aussi une théorie dévastatrice car elle suggère que dès les premiers jours, peut-être même dès les premières heures, il n'y avait plus d'espoir de retrouver Nancy vivante. Que chaque recherche, chaque appel à témoins, chaque prière de la famille, était basée sur un espoir qui avait déjà été éteint. Bien sûr, une théorie n'est pas un fait. Et au jour 88, personne dans l'application de la loi n'a officiellement déclaré Nancy Guthrie décédée. Techniquement, elle reste une personne disparue. Mais ceux qui travaillent ces cas savent que le passage du temps est rarement un ami. Chaque jour qui passe sans contact, sans observation confirmée, sans transaction bancaire ou appel téléphonique ou activité sur les réseaux sociaux, déplace l'aiguille un peu plus loin de la colonne des personnes disparues vers la colonne des homicides présumés. Alors qui a pris Nancy Guthrie? C'est la question qui a consumé des centaines d'heures d'enquête, qui a mobilisé des ressources à travers plusieurs agences, qui a généré ces milliers de pistes encore en cours de traitement. Et ici, nous entrons dans le domaine du profilage criminel, une discipline qui mélange psychologie, statistique, expérience et, oui, parfois intuition éduquée. Le journaliste couvrant cette affaire a consulté plusieurs profileurs retraités du FBI, des spécialistes de l'unité d'analyse comportementale, les véritables experts qui ont inspiré d'innombrables émissions de télévision et films sur la chasse aux criminels. Leur consensus était remarquablement uniforme. Statistiquement, Nancy a probablement été ciblée par quelqu'un qui la connaissait. Pas nécessairement un membre de la famille ou un ami proche, mais quelqu'un qui avait eu une forme de contact avec elle. Dans le monde du profilage criminel, il y a une distinction cruciale entre les crimes opportunistes et les crimes ciblés. Un crime opportuniste se produit parce que les circonstances s'alignent, une porte déverrouillée, une victime isolée, un prédateur qui passe au mauvais moment. Un crime ciblé implique une sélection délibérée, une surveillance préalable, une connaissance de la routine ou de la vulnérabilité de la victime. Les profileurs consultés ont penché vers le ciblage délibéré dans le cas de Nancy. Cela pourrait signifier un entrepreneur qui avait travaillé sur sa maison et qui connaissait la disposition, qui savait quand elle était seule. Cela pourrait signifier un fournisseur de services qui venait régulièrement. Cela pourrait signifier quelqu'un qui l'avait observé à distance, qui avait remarqué des habitudes, qui avait construit une fixation. Bob Kruger, lorsqu'on lui a présenté cette analyse des profileurs, a acquiescé. Il n'a pas contesté leur expertise. En fait, il a dit qu'il avait toujours pensé que c'était quelqu'un qui était concentré sur Nancy pour une raison quelconque. Que ce soit parce qu'il la connaissait directement, parce qu'il connaissait quelque chose à son sujet, ou parce qu'il connaissait sa fille Savannah. Cette dernière possibilité ouvre une dimension encore plus sombre. Nancy aurait-elle pu être prise non pas pour elle-même mais comme un moyen d'atteindre quelqu'un d'autre? Comme un levier dans un conflit dont nous ne connaissons pas les contours? Ce qui complique cette analyse, c'est que nous vivons maintenant dans un monde où les prédateurs n'ont pas besoin de contact physique pour développer une fixation. Les réseaux sociaux, les bases de données publiques, les services de cartographie en ligne, tout cela permet à quelqu'un de construire un profil détaillé d'une cible potentielle sans jamais la rencontrer en personne. Ils peuvent savoir où elle vit, où elle fait ses courses, quels sont ses restaurants préférés, qui sont ses amis, où travaille sa fille. Toutes ces informations sont souvent disponibles publiquement, partagées. Innocemment dans un monde qui n'a pas encore complètement compris les implications de la transparence numérique totale. Mais si quelqu'un a ciblé Nancy Guthrie, s'ils ont planifié et exécuté son enlèvement, ils ont également commis des erreurs. C'est une certitude dans presque tous les crimes. Les criminels laissent des traces. Ils sont vus. Ils laissent de l'ADN. Ils font des achats traçables. Ils parlent à quelqu'un. Et selon Kruger, c'est probablement ainsi que cette affaire sera résolue, si elle l'est.
Soit quelqu'un trouvera le corps de Nancy dans le désert. Soit l'un des suspects dira quelque chose à la mauvaise personne, quelqu'un avec une conscience, quelqu'un qui réalisera que garder ce secret est pire que le briser, et cette information fera son chemin vers le groupe de travail d'enquête. Il y a aussi la possibilité des preuves physiques. L'ADN prend du temps à analyser, surtout lorsque vous avez de multiples échantillons, lorsque vous devez les comparer à des bases de données, lorsque vous devez construire un cas qui tiendra devant un tribunal. Kruger a souligné que les preuves physiques offrent encore de l'espoir, mais que le public doit comprendre que la science médico-légale de la vie réelle n'est pas la science médico-légale de la télévision. Il n'y a pas de résultat en une heure. Il n'y a pas de correspondance miraculeuse qui résolve tout proprement avant le générique de fin. Il y a des semaines d'attente pour les résultats de laboratoire. Des mois parfois. Et même alors, une correspondance ADN vous dit qui était présent, pas nécessairement qui était responsable. Au jour 88, cette attente continue. Les enquêteurs suivent toujours des pistes. Ils passent toujours au crible ces milliers de conseils. Ils travaillent toujours avec le FBI, bien que cette collaboration ait été retardée d'une manière qui soulève des questions troublantes sur la façon dont cette enquête a été gérée dès le début. Mais avant d'explorer cet aspect, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel sur Tucson et le désert environnant qui a probablement englouti Nancy Guthrie. Le désert de Sonora s'étend sur plus de 260 000 km² à travers le sud de l'Arizona, la Californie et le nord-ouest du Mexique. C'est le désert le plus chaud d'Amérique du Nord, et c'est aussi, paradoxalement, l'un des plus biologiquement diversifiés. Des cactus saguaros s'élèvent comme des sentinelles de 6 mètres de haut. Des pumas chassent dans les canyons rocheux. Des serpents à sonnettes se cachent dans les crevasses. Et quelque part dans cette immensité, statistiquement parlant, se trouve probablement Nancy Guthrie. Bob Kruger a été franc sur la réalité des recherches dans le désert. Lorsque quelqu'un a suggéré une recherche quadrillée systématique de la zone autour de Tucson, il a répondu avec une explication dévastatrice. Vous ne faites pas de recherche quadrillée du désert. C'est littéralement impossible. Vous auriez besoin de milliers de personnes pendant des milliers d'années pour couvrir ne serait-ce qu'une fraction de la zone potentielle où un corps pourrait être caché. Chaque bloc de recherche de 3 mètres sur 3 prend des minutes à examiner correctement. Multipliez cela par des kilomètres carrés, puis par des centaines de kilomètres carrés, et vous commencez à comprendre l'échelle du problème. C'est ce qui rend le désert à la fois un terrain de jeu et une tombe parfaite pour les criminels. Le désert ne juge pas. Il ne porte pas témoignage. Il préserve certaines choses pendant des années dans son air sec, et en décompose d'autres avec une vitesse féroce. Les prédateurs animaux dispersent les restes. Le soleil blanchit les os. Le vent couvre tout de sable et de poussière. Les randonneurs qui s'aventurent hors des sentiers battus découvrent régulièrement des restes humains, parfois récents, parfois datant de décennies. Certains sont des migrants qui ont tenté le passage dangereux de la frontière et ont succombé à la chaleur et à la déshydratation. D'autres sont des victimes de crimes qui n'ont jamais été signalés, des personnes que personne ne cherchait, qui ont disparu dans l'anonymat. C'est dans ce contexte qu'une organisation appelée United Cajun Navy a proposé son aide. Cette organisation à but non lucratif spécialisée dans les recherches et le sauvetage a une histoire de mobilisation rapide de volontaires pour chercher des personnes disparues. Ils ont de l'expérience, de l'équipement et, surtout, une volonté de consacrer du temps et des ressources à une recherche que les agences gouvernementales, avec leur budget limité et leurs multiples priorités concurrentes, ne peuvent pas toujours maintenir indéfiniment. Le United Cajun Navy a élaboré une proposition pour le bureau du shérif de Pima County. Il voulait la permission de mener des recherches ciblées dans le désert autour de Tucson. Ils n'ont jamais reçu de réponse. Lorsque Brian Antin a interrogé Bob Kruger sur le rejet apparent du United Cajun Navy, Kruger a semblé perplexe. Pourquoi ne pas accepter l'aide ? Même si leurs chances de trouver spécifiquement Nancy sont minces, ils trouveraient presque certainement quelque chose. Kruger a été catégorique sur ce point. Si vous envoyez des chercheurs expérimentés dans le désert de Sonora, ils vont trouver un corps. Ou 2. Ou 3. Ou 10. C'est simplement la nature du désert. Et chaque corps trouvé apporte une fermeture à une famille. Chaque corps résout potentiellement un autre cas. Chaque découverte est une victoire pour la justice, même si ce n'est pas la découverte spécifique que vous cherchiez. Alors pourquoi le bureau du shérif de Pima County n'a-t-il pas répondu à la proposition du United Cajun Navy ? Kruger a offert une explication simple et dévastatrice. Probablement l'ego. La même raison, selon lui, pour laquelle le FBI a été initialement repoussé dans cette enquête. Une mentalité de « nous sommes assez intelligents pour faire cela nous-mêmes, nous n'avons besoin de l'aide de personne ». Une réticence à admettre que des ressources externes pourraient être bénéfiques. Une fierté institutionnelle qui place l'image du département au-dessus de l'objectif réel de trouver Nancy Guthrie et d'obtenir justice pour sa famille. Cette observation nous amène à l'éléphant dans la pièce, le contexte institutionnel qui a transformé cette enquête en quelque chose de plus qu'un simple cas de personnes disparues. L'ombre du shérif Chris Nano plane sur chaque aspect de cette affaire, non pas parce qu'il est personnellement responsable de la disparition de Nancy,
mais parce que son leadership, ou son absence, a créé un environnement qui a entravé l'enquête de manière à la fois subtile et flagrante. Si vous suivez les carnets cachés du True Crime depuis un certain temps, vous savez que nous ne reculons pas devant l'examen de la corruption institutionnelle lorsqu'elle affecte les enquêtes criminelles. Parce que la justice n'existe pas dans le vide. Elle dépend d'institutions fonctionnelles, de leaders intègres, de systèmes qui placent la vérité au-dessus de la politique. Et quand ces systèmes échouent, quand ces leaders mentent, quand ces institutions deviennent toxiques, les victimes comme Nancy Guthrie paient le prix ultime. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne, parce que nous continuons à creuser ces histoires. Longtemps après que les gros titres se soient estompés, longtemps après que les autres aient abandonné. Chris Nano n'en est pas à son premier mandat en tant que shérif du comté de Pima. Il a servi précédemment, a perdu une réélection, puis est revenu au pouvoir. Pendant son mandat actuel, une série de scandales ont éclaté, chacun plus dommageable que le précédent, chacun érodant davantage la confiance publique et le moral interne du département. Le plus révélateur de ces scandales implique ce qui s'est passé lors d'une déposition dans une affaire distincte. Nano a été interrogé sous serment sur ses antécédents d'emploi précédents, spécifiquement son temps au département de police d'El Paso au Texas. L'avocat lui a posé une question simple. Combien de fois avez-vous été suspendu de vos fonctions? La réponse de Nano était jamais. 0 fois. Aucune suspension. Sauf que ce n'était pas vrai. Les documents d'El Paso ont ensuite révélé que Chris Nano avait été suspendu non pas une fois, non pas 2 fois, mais 8 fois au cours de sa carrière là-bas. 8 suspensions. C'est un chiffre étonnant pour n'importe quel officier de police. C'est un drapeau rouge massif qui suggère soit une incompétence grave, soit une malveillance grave, soit un conflit systémique avec les politiques et procédures du département. Et lorsqu'on lui a demandé directement à ce sujet sous serment, Nano a menti. Bob Kruger a abordé ce mensonge avec une clarté rafraîchissante. Il a posé la question aux journalistes qui l'interviewaient. Combien de fois avez-vous été suspendu de votre travail? La réponse était jamais. Kruger a dit la même chose de sa propre carrière. Jamais. 0. Et c'est son point. Ce n'est pas une question compliquée. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez réfléchir ou consulter des dossiers. Si vous avez été suspendu de votre travail, vous vous en souvenez. Si vous avez été suspendu 8 fois, c'est un élément déterminant de votre histoire professionnelle. Dire que cela ne s'est jamais produit n'est pas une erreur. Ce n'est pas une mauvaise interprétation. C'est un mensonge pur et simple, prononcé sous serment, dans une procédure légale officielle. Les implications de ce mensonge s'étendent bien au-delà de la simple réputation de Nano. Dans le système de justice pénale, il existe quelque chose appelé la liste Brady. Elle tire son nom d'une décision de la Cour suprême, Brady contre Maryland, qui exige que les procureurs divulguent toute preuve susceptible de disculper un accusé. Au fil du temps, cela a évolué pour inclure des listes maintenues par les bureaux des procureurs d'officiers de police qui ont des problèmes de crédibilité, généralement parce qu'ils ont été reconnus coupables de malhonnêteté. Si un officier figure sur la liste Brady, cela doit être divulgué à la défense dans toute affaire où cet officier témoigne. Cela détruit effectivement leur capacité à être un témoin crédible devant un tribunal. Kruger estime que Chris Nano devrait être sur la liste Brady du bureau du procureur du comté de Pima. Que mentir sous serment sur 8 suspensions devrait le disqualifier de toute crédibilité officielle. Et si le shérif lui-même figure sur la liste Brady, quelle confiance le public peut-il avoir dans le département qu'il dirige? Comment les procureurs peuvent-ils présenter des affaires construites par une agence dirigée par quelqu'un qui a démontré un mépris flagrant pour la vérité? Mais le mensonge sous serment n'est qu'un fil dans une tapisserie plus large de dysfonctionnement. Sous le leadership de Nano, le Pima County Sheriff's Office a vu un exode massif de personnel expérimenté. Des centaines d'années d'expérience collective ont quitté l'agence. Pas pour la retraite. Normal. Pas pour des opportunités légèrement meilleures ailleurs. Mais pour échapper à ce que plusieurs personnes ont décrit comme un environnement de travail toxique. Des sergents ont pris des rétrogradations pour devenir de simples agents dans d'autres départements, acceptant des réductions de salaire juste pour s'éloigner. C'est presque sans précédent dans l'application de la loi, où le rang et l'ancienneté sont des choses pour lesquelles les gens travaillent pendant des années. Kruger a expliqué que les agents de police quittent rarement leur agence pour des questions d'argent. Une augmentation de 50 cents ou même $1 de l'heure ne suffit généralement pas à convaincre quelqu'un de recommencer ailleurs. Les agents quittent pour une raison principale. Le leadership. Lorsque le leadership est toxique, lorsque vous vous sentez non soutenu, lorsque vos opportunités de carrière dépendent non pas de votre compétence mais de votre volonté de vous conformer à des demandes contraires à l'éthique, vous partez. Et c'est exactement ce qui s'est passé au bureau du shérif de Pima County. Une enquête indépendante commandée pour examiner l'environnement de travail au sein du département a révélé un modèle inquiétant. Les commandants supérieurs étaient censés violer le code d'éthique. Ce n'était pas seulement toléré. C'était attendu. C'était ainsi que vous progressiez. Si vous vouliez être promu au-delà du rang de lieutenant, vous deviez démontrer que vous étiez prêt à suivre la ligne,
même lorsque cette ligne traversait des frontières éthiques. Les promotions au rang de capitaine et de chef n'impliquaient même pas d'entretien formel. Vous étiez simplement choisi, sélectionné parce que vous étiez considéré comme loyal, ce qui signifiait apparemment disposé à compromettre votre intégrité lorsque cela était politiquement opportun. Cette culture a eu des conséquences réelles et mesurables. Un vote de défiance a été organisé parmi les membres du département. Le résultat était de 100%. Chaque personne qui a voté, chaque membre du département qui a participé, a voté qu'elle n'avait pas confiance en Chris Nano en tant que shérif. 100%. Imaginez aller travailler chaque jour en sachant que littéralement tous vos collègues ont voté publiquement qu'ils ne font pas confiance à votre patron. Imaginez être ce patron et continuer néanmoins comme si de rien n'était. Mais Nano n'a pas seulement continué. Il a doublé. Il a poursuivi ceux qu'il percevait comme des menaces politiques. Kruger lui-même en a fait les frais. En tant que commandant soit expérimenté, Kruger avait été promu lieutenant et affecté à cette unité d'élite. 8 mois plus tard, il a été retiré de ce poste. Il a ensuite été déplacé à travers une série d'affectations que Kruger décrit comme ayant été soigneusement choisies pour lui. Ce n'est pas un hasard si cela s'est produit après que Kruger ait soutenu publiquement Heather Lapin, l'adversaire de Nano lors de la dernière élection au poste de shérif. Heather Lapin elle-même, ancienne commandante au sein du département, a été placée dans un poste qui, selon Kruger, a effectivement neutralisé sa carrière pour le reste de son mandat. Aaron Cross, un autre commandant expérimenté qui a parlé contre Nano, a subi un sort similaire. Ces représailles n'étaient pas subtiles. Elles étaient destinées à envoyer un message. Remettez en question le shérif, soutenez un adversaire politique, et votre carrière est terminée. Peu importe votre compétence. Peu importe votre bilan de service. Peu importe combien de décennies vous avez consacré à l'application de la loi. Cette atmosphère de peur et de représailles politiques a des implications directes pour des affaires comme celle de Nancy Guthrie. Lorsque les enquêteurs savent que leur direction est plus préoccupée par l'apparence politique que par la recherche de la vérité, cela change les calculs. Lorsque les commandants expérimentés qui pourraient fournir des conseils critiques ont été écartés ou ont fui le département, vous perdez la sagesse institutionnelle qui peut faire la différence entre résoudre un cas et qu'il devienne froid. Lorsque le moral est au plus bas, lorsque les gens viennent travailler en sachant que leur agence est une risée nationale, il est plus difficile de maintenir l'intensité et la concentration nécessaires pour une enquête complexe de longue durée. Kruger a été prudent de noter qu'il ne blâme pas Chris Nano pour l'état actuel de l'enquête Guthrie. Il ne pense pas que le shérif ou quiconque dans le département sabote activement le cas ou cache délibérément des informations. Si tel était le cas, ce serait criminel, et Kruger a dit qu'il trouverait quelqu'un pour arrêter Nano lui-même. Mais il y a une différence entre sabotage actif et obstruction passive. Il y a une différence entre malveillance intentionnelle et incompétence systémique. Et Kruger estime que le leadership de Nano a créé des obstacles que les enquêteurs ont dû surmonter, des retards inutiles, des décisions basées sur l'ego plutôt que sur les meilleures pratiques. Prenez la question de l'implication du FBI. Les ressources fédérales, les laboratoires fédéraux, l'expertise fédérale, tout cela a été initialement repoussé. L'attitude semblait être que le département du shérif pouvait gérer cela en interne, qu'il n'avait pas besoin d'aide extérieure. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il est devenu clair que le cas était plus complexe qu'initialement prévu, que le FBI a été pleinement engagé. Des échantillons d'ADN qui auraient pu être envoyés au laboratoire du FBI immédiatement ont dû attendre. Des profileurs qui auraient pu être consultés dès le début ont été sollicités tardivement. Tout cela représente du temps perdu, des opportunités perdues, potentiellement des pistes devenues froides parce que la fierté institutionnelle a retardé l'action pratique. Cette dynamique n'était pas nouvelle. Kruger a noté que Nano a de très mauvaises relations avec la plupart des agences locales d'application de la loi. Il a des relations horribles avec les agences fédérales. Il n'est pas actif dans l'Arizona Sheriff's Association, l'organisation qui rassemble tous les shérifs de l'État pour partager des ressources, des meilleures pratiques et un soutien mutuel. Lorsque vous isolez votre département de cette manière, lorsque vous brûlez des ponts avec des partenaires potentiels, vous vous privez des outils et de l'assistance qui pourraient faire la différence dans un cas critique. Le conseil de surveillance du comté de Pima a finalement été contraint d'intervenir. Ils ont envoyé au shérif Nano une série de questions, exigeant des réponses sous serment dans un délai de 10 jours. C'était une mesure extraordinaire, reflétant le niveau de préoccupation concernant son leadership. Les questions portaient sur le mensonge sous serment, sur les résultats de l'enquête indépendante, sur le vote de défiance, sur toute la série de scandales qui avaient englouti le département. Nano a répondu. Mais selon les informations obtenues par Kruger, sa réponse n'était pas une déclaration sous serment. Elle n'était pas sous serment. C'était simplement une lettre, un document sans les protections légales et les pénalités pour parjure qui accompagnent un témoignage sous serment. Kruger a décrit cela comme Nano se moquant essentiellement du conseil de surveillance. Le conseil avait demandé spécifiquement des réponses sous serment. Nano a fourni des réponses qui n'avaient pas ce statut. C'était une défiance ouverte,
Un calcul politique que le Conseil n'irait pas plus loin. Mais selon Kruger, le Conseil a maintenant une décision à prendre. Parce que si Nano a violé les termes de leur demande, s'il n'a pas fourni ce qui était légalement requis, ils ont le pouvoir statutaire de le destituer de ses fonctions. Le processus de destitution d'un shérif élu n'est pas simple. C'est délibérément difficile parce que les électeurs ont exprimé leur volonté, et annuler cela nécessite une justification extraordinaire. Mais mentir sous serment, violer le code d'éthique, utiliser votre position pour un gain politique, toutes ces choses ont été documentées non pas par des ennemis politiques mais par des enquêteurs indépendants. Kruger estime que le conseil de surveillance a l'obligation de faire ce qui est juste. Que s'ils permettent à Nano de rester au pouvoir après tout ce qui a été révélé, ils envoient un message à chaque employé du comté de Pima, à chaque citoyen du comté de Pima, qu'il est acceptable de mentir aux autorités, qu'il est acceptable de violer les codes d'éthique, qu'il n'y a pas de conséquences pour ceux qui ont le pouvoir. Il existe également un effort de rappel en cours. Les citoyens du comté de Pima collectent des signatures pour forcer une élection de rappel qui permettrait aux électeurs de destituer Nano avant la fin de son mandat. Le seuil est élevé. Ils ont besoin de plus de 122 000 signatures, et ils doivent les obtenir avant juillet. Kruger a collecté certaines de ces signatures. Il a encouragé d'autres à le faire. Mais il est réaliste quant aux chances. Obtenir plus de 120 000 signatures vérifiées dans un délai limité est une tâche monumentale. C'est possible, il y a eu des rappels réussis dans le comté de Pima dans le passé, mais c'est rare. Des bénévoles ont installé des tables lors de matchs de petite ligue, de concerts, de la foire du comté, collectant des signatures quelques centaines à la fois. C'est une goutte d'eau dans le seau de ce qui est nécessaire. Mais chaque signature représente quelqu'un qui a dit que c'est assez, que le leadership compte, que l'intégrité compte. Le résultat de cet effort de rappel reste incertain. Mais ce qui n'est pas incertain, c'est que la réputation du bureau du shérif de Pima County a été irréparablement endommagée sous Chris Nano. Ce qui était autrefois considéré comme une agence d'excellence est maintenant une étude de cas sur ce qui se passe lorsque le leadership toxique est autorisé à se propager sans contrôle. Il y a aussi la question embarrassante de la reality show. Pendant qu'une enquête de haut niveau sur une disparition consommait des ressources, pendant que le moral s'effondrait, pendant que des officiers expérimentés quittaient en masse, le département du shérif se concentrait également sur la production d'une série de télé-réalité appelée Desert Law. L'émission, destinée à mettre en lumière le travail quotidien des députés du shérif, a nécessité des ressources, du temps et de l'attention. Un journaliste de Fox Digital a obtenu des centaines d'emails internes liés à la production de l'émission. Ces emails ont révélé quelque chose d'intéressant. Ils mentionnaient des changements dans les superviseurs des unités clés, y compris l'unité des homicides et l'unité des affaires non résolues. Ces changements s'étaient produits avant la disparition de Nancy Guthrie. Mais ils illustrent un modèle que Kruger et d'autres avaient décrit. Les personnes expérimentées étaient déplacées, réaffectées, écartées en faveur de celles considérées comme plus loyales politiquement. Lorsque vous faites cela de manière répétée, vous érodez la capacité institutionnelle. Vous perdez la mémoire organisationnelle qui aide à résoudre les affaires complexes. Vous créez un environnement où la loyauté est valorisée au-dessus de la compétence. Kruger, lorsqu'on l'a interrogé sur la reality show, a haussé les épaules. Il n'avait pas beaucoup regardé l'émission. C'était ce que c'était, un autre projet de relations publiques dans un département qui semblait plus préoccupé par l'image que par la substance. L'émission COP avait filmé avec l'agence dans le passé. D'autres petites équipes de tournage étaient venues et reparties. Mais le timing de Desert Law, sa production pendant une période de telle turbulence interne, a soulevé des questions sur les priorités. À travers tout cela, à travers les scandales et les enquêtes internes et les votes de défiance et les efforts de rappel, l'enquête sur Nancy Guthrie a continué. Parce que malgré le dysfonctionnement au sommet, les enquêteurs sur le terrain sont des professionnels. Ils se soucient de résoudre les affaires. Ils se soucient d'obtenir justice pour les victimes. Kruger a été insistant sur ce point. Le public doit faire confiance au processus. Il doit croire que les hommes et les femmes travaillant réellement sur l'affaire font de leur mieux, qu'ils travaillent d'arrache-pied, qu'ils suivent chaque piste viable. Mais la confiance est difficile lorsque le contexte est si corrompu. Lorsque le chef de votre agence a menti sous serment. Lorsque 100% de vos collègues ont voté qu'ils n'ont pas confiance en lui. Lorsque des gens avec des ressources et de l'expertise, comme le United Cajun Navy, offrent de l'aide et sont ignorés. Lorsque le FBI aurait dû être pleinement engagé dès le jour 1 mai a été initialement repoussé. Toutes ces décisions, ces retards, ces échecs de leadership s'accumulent. Ils créent des obstacles que même les enquêteurs les plus dévoués doivent surmonter. Kruger a offert une perspective sobre sur où en est l'enquête au jour 88. Il y a toujours de l'espoir. Les preuves ADN pourraient donner des résultats. Quelqu'un pourrait se manifester avec des informations. Le corps de Nancy pourrait être découvert par un randonneur ou par une équipe de recherche comme le United Cajun Navy s'ils sont finalement autorisés à aider. Mais il a aussi noté que les affaires non résolues sont plus courantes que le public ne le réalise. Les gens vivent souvent dans une bulle,
influencés par des émissions de télévision où chaque cas se résout proprement en 1 heure. La réalité est beaucoup plus dure. Les affaires deviennent froides. Elles restent non résolues pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois pour toujours. Il a cité des exemples. Le tueur de Gilgo Beach. Le Golden State Killer. L'enlèvement du bébé Lindbergh dans les années 1920 et 1930, avant Internet, mais toujours un cas de haut niveau qui a captivé une nation. Certaines de ces affaires ont finalement été résolues. D'autres non. Mais ce qui relie les résolutions, c'est qu'elles ont été faites de la bonne manière. Les enquêteurs ont maintenu l'intégrité des preuves. Ils ont construit des dossiers qui tiendraient devant un tribunal. Ils ont pensé non seulement à trouver un suspect mais à assurer une condamnation. C'est la norme à laquelle les enquêteurs du cas Guthrie doivent se tenir. Tout mandat de perquisition doit être correctement exécuté. Tout interrogatoire doit être documenté. Toute preuve doit suivre une chaîne de traçabilité appropriée. Parce que l'objectif n'est pas seulement de savoir ce qui est arrivé à Nancy. C'est d'obtenir justice. C'est d'arrêter quelqu'un, de le traduire en justice et de le faire condamner. C'est de donner à la famille Guthrie la fermeture qu'elle mérite. Et si cela prend des années, si cela nécessite une patience extraordinaire de la part du public et des médias, alors c'est ce que cela prend. Mais la patience est difficile lorsqu'on sait qu'une famille attend des réponses. Lorsqu'on sait que Savannah Guthrie se réveille chaque matin sans sa mère. Lorsqu'on sait que le mémorial devant cette maison de Tucson continue de grandir avec des bougies et des fleurs et des messages d'espoir qui semblent de plus en plus vides à mesure que les jours deviennent des semaines deviennent des mois. Le journaliste couvrant cette histoire a demandé à Kruger ce que les gens de la communauté ressentent maintenant, presque 3 mois après la disparition. Kruger a dit que beaucoup sont surpris que l'affaire ne soit toujours pas résolue. Ils ne comprennent pas pourquoi, avec toute la technologie moderne, avec toutes les ressources qui ont été mobilisées, il n'y a toujours pas de réponse. Il reçoit des emails demandant pourquoi cela prend si longtemps, pourquoi personne n'a été arrêté, si l'enquête est même toujours active ou si elle a été silencieusement abandonnée. Kruger essaie d'éduquer les gens sur la réalité. Les cas ne sont pas abandonnés simplement parce qu'ils ne se résolvent pas rapidement. L'enquête continue. Les pistes sont suivies. Les preuves sont analysées. Mais le public doit ajuster ses attentes, doit comprendre qu'il n'y a pas de pilule magique, pas de raccourci vers la justice. Parfois, cela prend juste du temps. Beaucoup de temps. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre la signification du jour 88. Ce n'est pas juste un chiffre arbitraire. C'est 88 jours pendant lesquels une famille a vécu dans l'incertitude. 88 jours pendant lesquels des enquêteurs ont travaillé des heures supplémentaires, suivant des pistes, frappant à des portes, analysant des preuves. 88 jours pendant lesquels le désert a gardé ses secrets. 88 jours pendant lesquels la question de ce qui est arrivé à Nancy Guthrie reste sans réponse. Si vous avez suivi jusqu'ici, si cette enquête approfondie sur le cas Nancy Guthrie vous a donné des informations que vous ne trouveriez nulle part ailleurs, alors faites une faveur à cette chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime en bas de cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et partagez ceci avec quelqu'un qui se soucie de la justice, qui veut comprendre non seulement ce qui s'est passé mais pourquoi cela reste non résolu. Parce que c'est ce que nous faisons ici. Nous ne nous contentons pas de rapporter les faits. Nous creusons dans le contexte, dans les systèmes, dans les échecs qui permettent à ces tragédies de rester non résolues. Alors, au jour 88, avec plus de questions que de réponses, nous savons que Nancy Guthrie a disparu de sa maison à Tucson. Nous savons qu'une demande de rançon en Bitcoin a été faite, probablement comme diversion. Nous savons que les profileurs du FBI pensent qu'elle a été ciblée par quelqu'un qui la connaissait ou connaissait quelque chose à son sujet. Nous savons que l'enquête a été entravée par le dysfonctionnement institutionnel, par un leadership toxique, par des décisions basées sur l'ego plutôt que sur les meilleures pratiques. Nous savons que le désert de Sonora est vaste et implacable, qu'il a probablement avalé Nancy tout comme il a avalé d'innombrables autres. Nous savons qu'au jour 88, il n'y a pas de suspect. Il n'y a pas de développement majeur. Il y a des milliers de pistes encore en cours de traitement. Il y a des preuves ADN en attente de résultats de laboratoire. Il y a une équipe d'enquête qui, malgré tous les obstacles, continue de travailler le cas. Et nous savons que quelque part, quelqu'un sait ce qui est arrivé à Nancy Guthrie. Peut-être que c'est la personne qui l'a prise. Peut-être que c'est quelqu'un à qui cette personne a parlé, quelqu'un qui a entendu une confession tard dans la nuit, quelqu'un qui vit maintenant avec le poids de ce secret. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a remarqué quelque chose d'étrange mais qui n'a pas réalisé sa signification. Bob Kruger a dit que le cas sera probablement résolu de l'une des deux façons suivantes. Soit quelqu'un trouvera le corps de Nancy. Soit l'un des suspects dira quelque chose à la mauvaise personne, et cette personne, par conscience ou par peur ou par désir de justice, transmettra ces informations aux autorités. Ce sont les deux voies les plus probables vers la résolution. Tout le reste, les preuves ADN, les pistes téléphoniques, l'analyse médico-légale, tout cela est important et est poursuivi, mais statistiquement, ce sont les percées qui résolvent les affaires comme celle-ci. Le désert garde des secrets,
Mais il révèle également des vérités. Chaque année, des randonneurs tombent sur des restes humains. Parfois, il s'agit de migrants qui ont péri en traversant la frontière. Parfois, il s'agit de victimes de crimes, de gens assassinés et cachés dans les étendues sauvages, en supposant qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Mais le désert est vaste, et les gens continuent de le parcourir. Il n'est pas impossible que quelqu'un, en marchant sur un sentier isolé, en explorant un canyon, en suivant un lit de rivière asséché, trébuche sur ce qui reste de Nancy Guthrie. Si le United Cajun Navy obtient finalement la permission de mener ses recherches, ils augmenteront considérablement les chances de cette découverte. Des bénévoles expérimentés avec des équipements spécialisés, des chiens de recherche, des drones, tous ratissant méthodiquement des zones identifiées comme potentiellement significatives. Kruger a raison. Ils ne trouveront peut-être pas spécifiquement Nancy. Mais ils trouveront probablement quelqu'un. Et chaque corps récupéré du désert est une fermeture pour une famille, une réponse à des prières désespérées, un fragment de justice dans un monde qui en manque souvent. La deuxième voie vers la résolution, celle où un suspect parle, dépend de la psychologie humaine. Les gens qui commettent des crimes portent ce poids. Certains sont sociopathes qui ne ressentent aucun remords, qui peuvent compartimenter complètement et continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais ce sont rares. La plupart des gens, même ceux capables de violences terribles, luttent avec ce qu'ils ont fait. Ils boivent trop. Ils ont des cauchemars. Ils deviennent paranoïaques. Et dans ces moments de faiblesse, ils parlent. Peut-être à un ami proche. Peut-être à un membre de la famille. Peut-être à un partenaire romantique. Et si cette personne a une conscience, si elle réalise qu'elle détient des informations qui pourraient résoudre une disparition de haut niveau, elle doit prendre une décision. Protéger quelqu'un qu'elle connaît ou faire ce qui est juste. Le bureau du shérif de Pima County a mis en place une ligne de conseil pour le cas Guthrie. Les appels peuvent être passés de manière anonyme. Les gens peuvent fournir des informations sans se révéler. Si vous êtes cette personne, si vous savez quelque chose sur ce qui est arrivé à Nancy Guthrie, si vous avez entendu quelque chose ou vu quelque chose ou soupçonné quelque chose, vous avez une obligation morale de vous manifester. Pas pour le shérif, pas pour le département, qui a tant de problèmes, mais pour Nancy, pour Savannah, pour une famille qui mérite des réponses. La corruption institutionnelle, le dysfonctionnement du leadership, tout cela est important et doit être traité. Le conseil de surveillance du comté de Pima doit tenir Chris Nano responsable. L'effort de rappel doit continuer. Les réformes doivent être mises en œuvre pour s'assurer que ce qui s'est passé sous le mandat de Nano ne se reproduise plus jamais. Mais aucune de ces choses ne devrait détourner l'attention de l'objectif principal. Trouver Nancy Guthrie. Déterminer ce qui lui est arrivé. Traduire en justice ceux qui sont responsables. Kruger a terminé son interview en insistant sur la patience. Il a exhorté le public à faire confiance au processus, à croire que les enquêteurs sur le terrain font du bon travail malgré les obstacles. Il a rappelé aux gens que les affaires non résolues se résolvent parfois après des décennies. Le Golden State Killer a été attrapé plus de 40 ans après ses crimes, grâce aux nouvelles technologies de généalogie ADN. Le tueur de Gilgo Beach, après plus de 10 ans. D'innombrables autres affaires qui semblaient désespérément froides ont été brisées par une nouvelle piste, une nouvelle technologie, une personne qui a finalement décidé de parler. Donc, il y a de l'espoir. Pas un espoir naïf et non fondé, mais un espoir réaliste basé sur la compréhension que la justice est parfois lente mais pas toujours absente. Que les gens qui travaillent ces cas se soucient profondément. Que la technologie continue de s'améliorer. Que les consciences peuvent encore être remuées. Mais l'espoir nécessite également une action. Il nécessite une vigilance continue. Il nécessite que les médias continuent de couvrir le cas, que le public continue de se soucier, que les responsables politiques continuent d'exiger des réponses. Non seulement sur où est Nancy mais sur pourquoi le système censé la protéger, censé retrouver les disparus, censé obtenir justice, est si profondément brisé. Le jour 88 n'est qu'un jour parmi tant d'autres. Demain sera le jour 89. Puis 90. Puis 100. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Bientôt, ce sera le jour 180, puis 365. Le premier anniversaire de la disparition de Nancy approchera, et si le cas reste non résolu, il y aura des commémorations, des marches aux chandelles, des appels renouvelés à l'information. Et le mémorial devant sa maison grandira, et les bougies continueront de brûler, et les fleurs continueront d'être remplacées. Pour Savannah Guthrie, chacun de ces jours est une éternité. Chaque matin se réveiller dans un monde où sa mère n'est pas là. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment ordinaire rendu extraordinairement douloureux par une absence. Il n'y a pas de fermeture dans l'incertitude. Il n'y a pas de paix dans le non-savoir. Il y a seulement l'attente sans fin, l'espoir qui s'érode lentement, la peur de ce que la vérité révélera finalement. C'est pourquoi les affaires comme celle-ci comptent. Pas seulement comme du contenu pour les documentaires criminels, pas seulement comme des histoires sensationnelles à consommer passivement, mais comme des rappels que derrière chaque statistique se trouve une personne. Derrière chaque personne disparue se trouve une famille détruite.
Et derrière chaque enquête non résolue se trouvent souvent des échecs systémiques qui doivent être corrigés. Le cas de Nancy Guthrie est devenu, involontairement, une fenêtre sur tout ce qui peut mal tourner lorsque les institutions censées nous protéger sont compromises. Lorsque les leaders mentent. Lorsque l'ego l'emporte sur la compétence. Lorsque la loyauté politique est valorisée au-dessus de l'intégrité professionnelle. Lorsque les appels à l'aide de l'extérieur sont ignorés par fierté. Tous ces échecs se sont accumulés, créant des obstacles que même les enquêteurs les plus dévoués ont dû franchir. Mais au milieu de tout cela, il y a aussi des lueurs de ce que l'humanité peut être. Bob Kruger, retraité et libéré des contraintes politiques, parlant franchement de ce qui ne va pas et de ce qui doit changer. Des journalistes comme celui qui a mené ces interviews, creusant plus profondément que les simples gros titres, exigeant des réponses. Des organisations comme le United Cajun Navy, offrant leurs ressources et leur expertise sans rien demander en retour sauf la permission d'aider. Des citoyens ordinaires collectant des signatures de rappel, assistant à des réunions du conseil de surveillance, exigeant mieux de leurs fonctionnaires élus. Tout cela compte. Tout cela fait partie de la pression qui finira par forcer le changement, qui pourrait finalement contribuer à la résolution de ce cas. Parce que les affaires ne sont pas résolues uniquement par des preuves médico-légales et des interrogatoires de police. Elles sont résolues par des communautés qui refusent d'oublier, par des médias qui refusent de passer à autre chose, par des individus qui décident que leur voix compte. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous faites partie de cette communauté. Vous avez choisi de consacrer votre temps, votre attention et votre énergie émotionnelle à comprendre ce qui est arrivé à Nancy Guthrie. Ce n'est pas passif. C'est un choix actif de se soucier, d'exiger des réponses, de refuser d'accepter que certaines personnes disparaissent simplement et que c'est tout. Le désert garde peut-être ses secrets pour l'instant. Les suspects peuvent être silencieux. L'enquête peut être dans une impasse au jour 88. Mais l'histoire n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée tant que Nancy ne sera pas retrouvée, tant que justice ne sera pas rendue, tant que les échecs systémiques qui ont entravé cette enquête ne seront pas corrigés. Kruger a dit quelque chose de profond vers la fin de son interview. Peu importe qui trouve Nancy. Peu importe qui résout le cas. Que ce soit le bureau du shérif de Pima County, le FBI, le United Cajun Navy, ou même, comme il l'a dit avec un humour noir, un extraterrestre qui s'écrase et la découvre. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit trouvée. Que sa famille obtienne des réponses. Que justice soit rendue. C'est la bonne perspective. Pas la politique. Pas l'ego. Pas qui obtient le crédit ou comment cela affecte les codes d'approbation ou les futures campagnes électorales. Juste Nancy. Juste Savannah. Juste une famille qui mérite mieux que 88 jours d'incertitude se transformant en 90, en 100, en 365. Le soleil se lève sur le désert de Sonora tous les matins, impitoyable et implacable. Il éclaire les cactus saguaro et les montagnes rocheuses et les vallées sablonneuses. Il éclaire également, quelque part, ce qui reste de Nancy Guthrie. Et chaque jour que ce lieu reste inconnu, c'est un autre jour d'injustice. Mais le soleil se lèvera à nouveau demain. Et les enquêteurs continueront de travailler. Et les gens continueront de se soucier. Et quelqu'un, quelque part, c'est quelque chose. Et peut-être que demain sera le jour où il décide de parler. Peut-être que ce sera la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine. Mais tant qu'il y a des gens qui refusent d'abandonner, tant qu'il y a des voix exigeant des réponses, il y a une chance. Le jour 88 n'est pas la fin de cette histoire. C'est juste un autre chapitre dans une enquête en cours. L'histoire se terminera lorsque Nancy rentrera chez elle, d'une manière ou d'une autre. Lorsque ceux qui sont responsables seront tenus pour responsables. Lorsque les échecs systémiques seront corrigés pour que la prochaine famille dans cette situation ait de meilleures chances. En attendant, nous nous souvenons. Nous témoignons. Nous refusons de laisser Nancy Guthrie devenir juste une autre statistique, juste une autre personne disparue dont le nom s'efface de la mémoire publique. Elle était une personne réelle. Elle avait une vie, des relations, des rêves. Elle avait une fille qu'il aimait. Elle mérite mieux que l'oubli. Et donc nous continuons. Nous continuons de poser des questions. Nous continuons d'exiger des réponses. Nous continuons de faire briller une lumière dans les coins sombres où la corruption se cache, où les secrets pourrissent, où l'injustice prospère dans l'ombre. C'est ce que fait les carnets cachés du true crime. Nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous cherchons la vérité. Et nous ne nous arrêtons pas tant que nous ne l'avons pas trouvée, aussi longtemps que cela prenne, aussi difficile que soit le chemin. Si vous croyez en cette mission, si vous pensez que Nancy Guthrie mérite justice, que Savannah mérite des réponses, que nous méritons tous des institutions qui fonctionnent réellement, alors restez avec nous. Abonnez-vous. Partagez ces histoires. Exigez mieux de vos fonctionnaires élus. Soutenez les journalistes et les enquêteurs qui font le travail difficile. Et n'oubliez jamais que chaque personne disparue était aimée de quelqu'un, comptait pour quelqu'un, méritait mieux que de disparaître dans le désert sans laisser de traces. Le jour 88. 89 le ver de soleil depuis que Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois.
89 nuits de questionnement et de peur et d'espoir qui s'effritent. Mais tant que les gens se souviennent, tant que les questions continuent d'être posées, il y a une chance de justice. Une chance de réponse. Une chance que le désert finisse par céder ses secrets. Et quelque part, dans une cour de Tucson, une tortue du désert nommée Maverick continue sa marche lente et régulière, totalement inconsciente du drame humain qui se déroule autour d'elle, nous rappelant que la patience n'est pas l'abandon. C'est la résilience. C'est l'endurance. C'est la compréhension que certaines choses prennent du temps, mais que le temps ne signifie pas oubli. Nancy Guthrie n'a pas été oubliée. Au jour 88, elle est toujours recherchée. Sa fille attend toujours. La justice est toujours poursuivie. Et nous sommes toujours ici, témoignant, questionnant, exigeant mieux. Le désert garde ses secrets. Mais pas pour toujours. Jamais pour toujours.